Je dirais, il y a un silence total sur les maladies mentales qui étaient causées non pas par la COVID-19, mais par la gestion catastrophique de la COVID-19. Dans le monde entier, en particulier en France, il y a énormément de troubles dépressifs. Il y a des dépressions majeures. Ce qu'on appelle les dépressions majeures, ce sont les dépressions graves. Ce ne sont pas les troubles en tant que tels, mais ce sont les dépressions suicidaires. Bonjour Mila Alešković Pataj. Bonjour Madame Yin. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci de votre invitation et merci de m'avoir donné l'opportunité de parler. Et est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter? Bien sûr, je me présente brièvement. Je suis professeure de psychopathologie. J'ai travaillé longtemps avec les psychoses affectives en clinique. Je suis quelqu'un qui est très engagé aujourd'hui dans la lutte pour la liberté, et pas seulement en France, mais aussi dans mon pays d'origine, c'est la Serbie. Et moi, je suis quelqu'un qui se bat pour la santé mentale des hommes et surtout des enfants. Donc voilà, c'est pour ça que je vous remercie. J'aurai peut-être l'occasion de dire quelque chose sur les dépressions, sur les maladies, sur tout ce qui nous arrive aujourd'hui et expliquer comment il faut se battre contre tout cela. Donc, vous êtes professeur de psychopathologie, de la psychologie et de la psychopathologie, c'est-à-dire j'enseigne la psychologie et aussi la psychiatrie anthropologique et la neuropsychologie. Voilà. Justement, aujourd'hui, nous avons parlé de la COVID et la dépression. C'est vraiment dans votre domaine. Vous m'avez posé la question, quelle est la relation entre la maladie et les dépressions? Moi, je dirais que cette relation est inexistante. Il n'y a aucune relation entre la maladie et les dépressions. En revanche, aucune relation logique ni empirique. En revanche, il y a une relation très nette entre la gestion de cette maladie et les dépressions. Quand je dis les gestions, je ne parle pas des gestions techniques comme le port de masque, les lits, les soignants, le nombre, les chiffres, etc. Ça, je n'entre pas dans ce domaine-là parce que c'est pas mon sujet aujourd'hui. Mon sujet, c'est la gestion psychologique et sociologique dans tous les pays du monde entier, et particulièrement en France, évidemment, contre cette maladie. Et on verra que cette gestion, à mon avis, était catastrophique. Et c'est là que j'établis un lien logique et aussi empirique entre comment on a traité la peur, la stratégie de la peur et les dépressions. Mais avant de dire ça, je pourrais peut-être commencer par le commencement et définir brièvement ce que c'est une dépression. Une dépression, c'est une maladie qui appartient dans le groupe nosologique des psychoses affectives, comme la schizophrénie, la paranoïa et la maladie bipolaire, c'est ça, la psychose maniaco-dépressive, c'est le nom d'autrefois. Aujourd'hui, on appelle ça tout simplement les troubles dépressifs. J'ai l'impression que la nosologie américaine DS4, DS5, à chaque fois adoucit le langage. Mais qu'on soit ceci ou cela, ce sont des jeux de langage. On peut appeler ça les troubles dépressifs, ou on peut carrément dire que c'est une maladie de la dépression, de la psychose affective. Peu importe le langage, le phénomène est le même. Donc, disons les troubles dépressifs. Les troubles dépressifs sont très, très répandus. Particulièrement aujourd'hui, dans le monde entier, en particulier en France, il y a énormément de troubles dépressifs. Il y a des dépressions majeures. Ce qu'on appelle les dépressions majeures, ce sont les dépressions graves. Moi, ce qui m'intéresse dans ce domaine, ce ne sont pas les troubles en tant que tels, mais ce sont les dépressions suicidaires, c'est-à-dire les dépressions qui résultent en un suicide, qui entraîne un grand nombre de cas de suicide. Et on va voir pourquoi. Mais maintenant,
Pour définir brièvement ce que c'est une dépression, il y a des définitions différentes. Vous avez la définition biologique, vous avez la définition neurologique, vous avez la définition psychanalytique, etc., etc. Au niveau des phénomènes, une dépression, c'est quoi? C'est tout un chacun connaît une dépression, que ce soit une dépression biologique qui est causée par l'exposition aux produits neurotoxiques, ou bien c'est une dépression tout simplement réactive, qui est une réaction à quelque chose de douloureux qu'on a vécu dans notre vie, la perte de quelqu'un qui est proche, la perte de quelqu'un de la famille, d'un ami, d'un animal qu'on a aimé, etc. Donc tous les gens, toutes les personnes du monde entier ont vécu la dépression réactive. Et si c'est une dépression réactive, le pronostic est bon. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va s'en sortir, etc. On va guérir, quoi. Si c'est une dépression biologico-neurologique, ça c'est autre chose. Si ce sont les toxines, si c'est une conséquence d'autres maladies, c'est tout à fait autre chose. Mais bon, pour nous, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est le niveau des phénomènes. Et après, je vais essayer d'expliquer quel est le lien entre cette gestion de la Covid et des dépressions en France, en Serbie, en Russie, en Canada, en Australie, où vous voulez. Alors, justement, par la rapport dépression, oui, c'est juste pour dire, la dépression au niveau des phénomènes, c'est le faible estime de soi-même, l'autonégligence, la tristesse permanente, disons aussi la perte de tout plaisir et jusqu'au suicide. J'ai dit que je vais traiter les dépressions majeures, c'est-à-dire les dépressions graves qui mènent au suicide, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, pour voir pourquoi et comment on a eu tellement de suicides partout, dans tous les pays du monde, pendant ces 2 dernières années. Alors, par rapport à ce oui. que vous avez dit, justement, la dépression majeure, j'ai vu justement les chiffres selon une étude publiée le 9 octobre dans The Lancet. Le cas de dépression majeure ont augmenté de 28% dans le monde en 2020. Voilà, je vais dire ça, mais juste d'abord pour dire un petit peu quelque chose d'un peu moins grave au départ, c'est que je voulais dire qu'il y a une différence entre la maladie dépressive ou la dépression, ou les troubles, comme vous voulez, hein, on peut changer le langage, et la structure de mélancolie qui n'est pas une maladie. La mélancolie, c'est la structure prémorbide des personnes qui pourraient devenir déprimés ou dépressifs, mais qui peut ne pas devenir, c'est-à-dire qui peuvent rester dans la structure mélancolique. La mélancolie, c'est pas une maladie. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus pour expliquer que tout n'est pas si grave que ça. Il y a des personnes qui sont mélancoliques, c'est surtout les créateurs, les artistes, les scientifiques, tous les grands écrivains qui étaient pratiquement tous mélancoliques. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, ou pour dire tout simplement par une définition un peu circulaire, on ne peut pas créer sans souffrance. Donc voilà, enfin, nous avons des cas des grands écrivains. Vous avez par exemple des écrivains comme Marcel Proust, Gérard de Nerval, Jean-Paul Sartre, philosophes comme Kierkegaard, Schopenhauer, Michel de Montaigne, même Pascal, ensuite Albert Camus par exemple, Alexandre Dumas, tous dans la peinture Rembrandt par exemple. En musique, il y en a beaucoup de musiciens, de créateurs, de grands écrivains étaient des structures mélancoliques. Mais ça, c'est pas un problème. Une structure mélancolique qui est sublimée dans une création, que ce soit l'art d'écrire des poèmes, la musique, la peinture, même la science, la philosophie, ça, c'est pas un problème. On reste sur un limès et on a une structure de mélancolie un peu triste et tout ça qui incite à la création, mais c'est pas la maladie. La maladie, c'est autre chose. Quand la maladie de la dépression se déclenche, c'est là où on peut parler vraiment de la psychose, de la dépression, et qui peut résulter, comme je viens de dire, dans les cas graves suicidaires.
Maintenant, j'ai commencé par ça pour dire que ce n'est pas tout ça. Je ne veux pas parler uniquement des cas graves et de la pathologie. Je veux dire qu'aussi, il y a quelque chose dans la création. Il y a aussi quelque chose dans les œuvres de la littérature que nous connaissons tous. Jean-Paul Sartre, par exemple, le livre La nausée, qui est un livre magnifique sur la mélancolie et même sur la dépression, au bord, vous voyez, de la dépression. C'est pas borderline, mais c'est pratiquement ça. À la recherche du temps perdu, Marcel Proust, et les œuvres extraordinaires qui montrent que quelqu'un qui aurait pu devenir dépressif et entrer dans une psychose, dans une folie, tout simplement a pu sublimer ça dans une œuvre créative. Donc, comment dirais-je, pour faire l'entrée avec ces choses qui ne sont pas qui ne sont pas tout à fait pessimistes. Hein. On peut être aussi un peu optimiste. Mais ça, c'est le cas des grands créateurs, des gens qui sont doués, qui sont sublimés, qui sont spirituels, etc., etc. Il y en avait, évidemment, et heureusement, beaucoup dans le monde entier pendant cette grande crise, qui se sont sauvés par une comment dirais-je, par une autopsychothérapie, parce que la création, c'est une autopsychothérapie. Vous avez aussi l'art-thérapie, etc., etc. Je suis tout à fait dans ce courant. Mais maintenant, revenons à nos moutons. On va parler de lien causal entre la gestion de cette maladie dite Covid-19 et les dépressions graves. Vous avez tout à fait raison de citer ces chiffres. Moi, je les ai suivis dans d'autres pays aussi. Par exemple, dans les Balkans, dans les pays slaves et dans les Balkans, il y avait énormément de suicides ces dernières 2 années. Et ça, c'est quelque chose de très grave parce qu'on n'en parle pas. Vous voyez, on parle des morts de la Covid en France à peu près une trentaine chaque jour, ce qui est grave, c'est triste. Mais on ne parle pas des morts de suicide. On ne parle pas des gens qui se sont suicidés, qui n'ont pas pu supporter ce qui s'est passé pendant cette gestion. On va en parler maintenant. Je dirais, il y a un silence total sur les maladies mentales qui étaient causées non pas par la COVID-19, mais par la gestion catastrophique de la COVID-19. Et cette gestion catastrophique, encore une fois, ce n'est pas la gestion qui concerne le nombre de lits, le nombre de masques, les chiffres, le nombre des soignants. Je parle là de ce qui a été fait dans une stratégie de la peur, dans une, comment dirais-je, dans une psychose générée et dans un climat de la terreur. Et ça dure 2 ans. À l'époque, il y a 2 ans, je n'avais aucune preuve. Et je dis, j'ai une intuition que tout ce qui nous arrive, ça sera une grande expérience, une expérimentation sur les peuples de tous les pays, dans le monde entier, worldwide, pour voir jusqu'où les gens vont subir la maltraitance, la peur, la terreur, et jusqu'où ils vont obéir à des mesures qui sont complètement insensées et illogiques. Jusqu'où ils vont avoir peur. Parce que quand on a peur, on ne réfléchit pas logiquement. Bon, alors, le journaliste m'a interviewé, on a parlé de tout cela, j'ai expliqué ce que c'était la psychiatrie noire, qu'est-ce que ce sont exactement les méthodes de la psychiatrie noire, pourquoi on est interdit de faire ça, parce que quand on fait notre sermon d'Hippocrate, Hippocratic Oath, nous jurons que ever never, nous n'accepterons jamais de faire des choses pareilles sur les humains, c'est absolument interdit, moralement parlant. Alors, pourquoi il y a une causalité nette, claire et nette entre la gestion de la COVID-19 et les dépressions graves qui entraînent un grand nombre de suicides, toujours, qui ont entraîné et qui entraînent et qui entraîneront dans le futur aussi un grand nombre de suicides, parce que ça ne va pas s'arrêter comme ça ne va pas être facile. Alors, pourquoi il y a cette causalité? Eh bien, parce que le programme de la psychiatrie noire était appliqué dès le départ. Alors, je vais vous dire, vous pouvez me demander. Vous pouvez peut-être donner quelques mesures concrètes, c'est-à-dire tel type de gestion de mesures. Oui, oui, je vais dire en quoi cela consiste. Alors, quand on parle de la psychiatrie noire,
on peut dire, moi, je vais diviser comme ça. Ce sont les méthodes. Je vais parler maintenant des méthodes. La première, je vais les énumérer et ensuite expliquer d'une façon de façon simple, le plus possible. Hein, c'est par rapport à nos auditeurs. Alors, la psychiatrie noire. D'abord, dans la psychiatrie noire, vous avez, j'insiste là-dessus, que ce sont les méthodes qui sont interdites. On ne peut pas faire ça sur les humains. Déjà dans les années 30, dans l'Académie médicale du Berlin, il y avait un médecin qui s'appelait Otto Rank qui commençait les expérimentations sur les humains. Ensuite, nous avons eu la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Il y avait Heim, il y avait le docteur Mengele, etc. Ensuite, vous avez eu la psychiatrie soviétique de l'époque, et là, vous avez eu les psychiatres comme Snezhnevsky, Luntz, Morozov. C'était des psychiatres qui se servaient des méthodes interdites complètement par toute l'éthique médicale et qui en fait faisaient des choses, comme je viens de dire, des choses criminelles contre les opposants politiques de l'époque. Ensuite, nous avons eu dans les années 50, aux États-Unis, même avant, mais dans les années 50, nous avons eu un Mind Control Program qui a été fait par les psychiatres, par les scientifiques. Ce qui est intéressant de dire, c'est que les gens qui ont appliqué ces programmes n'étaient pas des simples médecins, c'était des scientifiques. D'ailleurs, Mengele en Allemagne était un scientifique. Mengele, c'était pas un médecin ordinaire, il avait des compétences scientifiques, malheureusement. Eh bien, aux États-Unis, et là je passe tout de suite aux méthodes, à des méthodes. Donc, aux États-Unis, nous avons eu deux psychiatres illustres qui faisaient ces expérimentations sur les humains, mais c'était le cas, les expériences étaient faites sur les prisonniers. Sur les espions, soi-disant, de l'époque, vous voyez, malheureusement sur la population noire, sur les gens pauvres, et comme ça arrive toujours. C'est un grand malheur, c'est triste, mais c'est comme ça. Eh bien, Donald Hebb et Donald Cameron, ce sont deux psychiatres, deux Donald, qui ont fait ces expérimentations. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les épreuves et les expériences sur la privation sensorielle sur les sujets. On appelle ça les sujets en sciences. Donc voilà, la première méthode en psychiatrie noire, c'est la privation sensorielle. Je vais expliquer tout ça. La deuxième méthode, c'est la méthode de la schizophrénie. C'est la méthode d'un programme de la schizophrénie où on essaie de rendre les personnes schizophrènes. C'est un programme. Malheureusement, c'est un programme. Ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose qui a été étudié et qui a été fait sur les prisonniers. La troisième méthode, on peut dire, c'est l'isolement des personnes. Ça, on connaît, on connaît très bien dans toutes les prisons, chez les détenus et tout ça. La quatrième, c'est l'humiliation. La cinquième, on peut dire, moi j'ai divisé ça comme ça, c'est pas une division logique, mais plutôt pédagogique. Je vais expliquer tout cela. On a l'identification à l'agresseur, un mécanisme de défense qui est provoqué d'une façon aussi programmée et voulue chez les hommes. J'expliquerai de quoi il s'agit. Et finalement, on a quelque chose que déjà dans la stratégie de la guerre d'un auteur chinois d'avant Jésus-Christ qui s'appelait Sun Tzu, que tout le monde connaît, Art of War, l'art de la guerre, n'est-ce pas, les 36 stratagèmes. Déjà chez Sun Tzu, vous avez la 36e stratagème qui dit combiner toutes les stratagèmes en même temps, simultanément. Il y en a 35 avant la 36e. Eh bien, vous les combinez, vous les appliquez simultanément et vous avez une stratégie choc. Donc, ça, c'est pour dire qu'on n'a pas attendu Naomi Klein pour expliquer ce que c'est la stratégie choc. Cette scientifique a très bien expliqué cette stratégie au niveau économique et social. Mais pour nous, les neurologues, les psychologues, cette stratégie du choc, elle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancienne, et on la connaît bien plus au niveau des neurones, au niveau du cerveau, au niveau de la psyché mentale. C'est pas au niveau économique que je parle, c'est au niveau de la personne elle-même qui devient folle, donc qui entre dans un état psychotique, dans une psychose aiguë. Donc nous, on parle de la stratégie choc à ce niveau-là.
Et ça a été connu déjà, vous voyez, avant Jésus-Christ, dans ces stratagèmes chinoises, qui disaient la dernière stratagème, c'est combiner tout le reste simultanément et vous aurez un choc qui va pratiquement détruire la personne. Ce sont les techniques de la destruction de l'humain. Ce sont les techniques de la destruction de la personne, que ce soit la personne individuelle ou la personne collective. Alors, je vais vous dire, il n'y avait pas que la privation sensorielle, c'est la première méthode, elle peut être physiologique et psychologique. Physiologique, c'était ce que nous avons tous connu. Il n'y a pas de, vous pouvez pas bouger, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de l'air, il n'y a pas de parc, il n'y a pas de sport, il n'y a rien. Vous restez dans la maison. Il y avait des prescriptions complètement, comment dirais-je, non pas seulement absurdes, mais c'est dément. Il y avait des choses, vous voyez, pendant le Noël, n'enlevez pas les masques, ne parlez pas, ne chantez pas dans les Balkans. Chez les tyrans. Ce sont les tyrans dans les Balkans. Tous les gouvernements dans les Balkans sont tyranniques. Ce sont les dictatures. Et ces petits Pol Pot dans les Balkans, mon pays d'origine, la Serbie, d'autres pays, je ne sais pas, que sais-je, Croatie, Macédoine, Slovénie, ils étaient tous, on disait, je sais, en France, en France, quelque chose de semblable, mais là-bas, c'était ne parlez pas, ne chantez pas, n'ouvrez pas les fenêtres. Vous voyez, c'était complètement, c'était vraiment un climat de la terreur. Parce que la privation psychologique, la privation des émotions, c'est quelque chose qui mène les gens vers la psychose, vers la folie, vers la perte d'identité, vers la perte de tout mécanisme de défense, de toute immunité. Ensuite, il s'ensuit évidemment qu'il y avait l'isolement des personnes. L'isolement des personnes, c'est la chose la plus grave. Ça, on le sait. En criminologie, demander ce que c'est la peine la plus grave, c'est mettre un détenu dans une cellule où il est totalement isolé, où il ne voit personne, où il ne parle à personne. Et s'il n'a pas la chance d'avoir un crayon et d'écrire, et s'il ne peut pas parler à haute voix, il va devenir dément. Il va entrer dans une psychose dans quelques jours. Parler avec les gens, parler autour de soi, parler tout court, c'est quelque chose qui est crucial pour la santé mentale et pour la santé cognitive. Si vous ne pouvez pas parler, si vous ne pouvez pas écrire, si vous ne pouvez pas prononcer les mots en haute voix, dans un petit moment, vous devenez complètement fou et dément. C'est-à-dire, il y a une régression cognitive, ça on le sait. On sait très bien dans la neurologie et dans dans les neurosciences. Alors, qu'est-ce que ça a été? L'isolement des personnes. Ne voyez personne. N'ouvrez pas les portes. Quelqu'un qui vient vous voir, il peut vous contaminer. Vous pouvez mourir. Vous pouvez transmettre. Vous voyez cette psychose, cette psychose générée. Ensuite, nous avons eu le programme de la schizophrénie. Ça aussi, c'est une méthode dans la psychiatrie noire et c'est une méthode évidemment complètement inhumaine, interdite par toute l'éthique médicale, mais c'est une méthode qui s'applique et malheureusement dans les tortures des prisonniers. Quand vous voulez casser la personne de quelqu'un, vous le rendez schizophrène. Personality breakdown techniques. Donc, vous le rendez, que ce soit une personne individuelle ou une personne collective, comme un peuple, un groupe, ou que sais-je. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On donne des informations contradictoires en permanence. En permanence, dans une intermittence. Aujourd'hui, on dit que je ne sais pas, il y a la couleur noire autour de nous. Demain, on va dire que c'est la couleur blanche. Le lendemain, on va dire que c'est la couleur noire. Après, on va dire encore que c'est la couleur blanche. Qu'est-ce qui s'est passé dès le départ? Les masques servent à quelque chose. Le lendemain, écoutez, les masques ne servent à rien. Ensuite, mettez les masques, sinon vous allez être contaminé et malade. Et après, World Health Organization vous dit les masques ne servent à rien. Ceux qui ne sont pas malades, il faut pas qu'ils prennent le port de masque, qu'ils mettent le port de masque. Et puis en permanence, les informations contradictoires. Alors on nous disait c'est bon, c'est mauvais, c'est bon, c'est mauvais. Tous les jours, il y avait une différence dans la communication. On peut dire qu'ils étaient confus, les ministères de santé en France, aux États-Unis, au Canada,
en Russie, en Espagne, en Italie, en Allemagne, dans les Balkans. Ils étaient tous confus parce que c'est une nouvelle maladie qu'on n'a jamais rencontrée. Et maintenant, on peut se poser la question pourquoi. Eh bien, parce qu'il fallait tester un experimental gene treatment. Et je m'arrête là. Donc, il y avait, à mon avis, parce que ce n'est pas possible que les gens qui sont intelligents, que les scientifiques, que les ministres, qui ne sont pas des idiots quand même, ils sont peut-être des criminels, mais ils ne sont pas des idiots, qui vous disent un jour une chose, l'autre jour une autre. Et en permanence, c'était comme ça. Ce sont les techniques anciennes du programme de la SRH, c'est de la schizophrénie, qu'on fait sur les détenus, sur les prisonniers de guerre, sur les prisonniers tout court, pour leur casser leur immunité, leur casser leur personnalité et pour avoir un aveu. Vous voyez, ce sont les méthodes pour rendre quelqu'un faible, démuni, pour qu'on ait un aveu qu'on veut avoir. Évidemment, c'était politique à l'époque. Ce sont les espions qui étaient torturés comme ça, que ce soit en Union soviétique ou aux États-Unis ou dans d'autres pays, à Guantanamo, par exemple, dans les prisons de torture, etc. Voilà, je m'arrête là. Hein. On sait très bien ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours. Donc, c'est la troisième méthode. On avait la privation sensorielle, l'isolement des personnes, le programme de la schizophrénie, qui est le programme, pas un chaos, pas un hasard, mais le programme bien étudié. Ensuite, nous avons le conditionnement pavlovien, le conditionnement psychologique qui consiste à mettre deux notions dans les temps et dans l'espace, les relier. Et vous voyez, dans toutes les télés du monde entier, partout, dans tous les mainstream médias et les autres télés, radios, etc., même Internet, il y avait deux concepts. La Covid et la mort. La Covid et la mort. La Covid, mort. Mort, Covid, en permanence. On ne parlait pas des gens qui étaient guéris. Vous voyez, il y a World Health Organization nous a dit que plus de 90%, aujourd'hui on dit beaucoup plus de personnes, étaient guéries de cette nouvelle maladie, que les enfants n'étaient pas du tout en question, que ce n'était que les comorbidités qui étaient graves, que c'est une population âgée qui était en danger, que les gens jeunes n'étaient pas en danger, que les enfants n'étaient nullement en danger. Mais non, on n'a pas parlé des cas optimistes, on n'a pas parlé de ceux qui étaient guéris, on ne parlait que de la contamination et de la mort. Eh bien, ce conditionnement psychologique en permanence, Covid, mort, la Covid, la mort, la Covid, la mort, ça a été fait en permanence, d'une façon répétée, monotone, dans toutes les télés, dans tous les médias du monde entier. Ça, c'était un conditionnement. Après ce conditionnement qui est vraiment le conditionnement, qui était vraiment le conditionnement pavlovien, ben, les gens ne pouvaient plus rien faire. Ils étaient complètement démunisés. Ils étaient rendus fous. Eh bien, nous avons aussi l'humiliation comme une des méthodes de la psychiatrie noire. L'humiliation de la black psychiatry, c'est connu. Dans cette méthode, vous baissez encore l'immunité de la personne, l'estime de soi, les mécanismes de défense, etc. Et vous détruisez la personnalité de quelqu'un, que ce soit la personnalité individuelle ou ou la personnalité collective, c'est les peuples. Vous vous souvenez des conseils qu'on a eus l'an dernier, avant le Noël. On va voir ce qui va se passer cette année-là, avant le Noël. Avant le Noël, c'était n'enlevez pas les masques dans la maison. Même si vous mangez, même si c'est le repas de Noël, vous n'enlevez pas le masque. Vous les enlevez juste pour prendre quelque chose dans votre bouche et vous reprenez le masque. Vous ne parlez pas. Si vous pouvez ne pas parler, ça serait encore mieux. Dans la science, behavior science, c'est très connu. Ce sont les expérimentations, les épreuves avec les rats, avec les bêtes. C'est ce que, d'ailleurs, ça a été testé dans la deuxième phase de test. On utilise toujours les pauvres rats et les souris. Et bon, après, ça passe sur nous. Eh bien, l'humiliation, c'était une des méthodes. Ensuite, on avait un sous-produit de cette psychiatrie noire, c'était vouloir rendre, comment dirais-je, mettre les personnes dans la position d'activer un mécanisme de défense psychologique qui est très malsain, qui est le plus pathologique qui soit.
et qui s'appelle l'identification à l'agresseur. C'est un mécanisme connu, décrit par Anna Freud dans les siècles derniers. C'est pas nouveau, on connaissait ça de tout temps, mais enfin, ça a été décrit d'une façon clinique et scientifique par Anna Freud. C'est un mécanisme qui consiste à reprendre le comportement de votre bourreau et de le reproduire ensuite sur quelqu'un d'autre, par définition innocent. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'identification à l'agresseur? Un agressé se fait agresseur. Vous étiez torturé par quelqu'un, eh bien, vous vous identifiez à votre bourreau et vous continuez ce comportement, vous torturez quelqu'un d'autre qui est innocent. Donc, ça se propage beaucoup plus que les virus. C'est une contamination terrible. L'identification à l'agresseur, c'est le mécanisme le plus pathologique qui soit, que ce soit les individus ou les peuples. On les connaît dans les camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. Tous les petits capots nazis étaient identifiés à l'agresseur. Ils étaient torturés par les nazis. Eux, ils ont à leur tour torturé d'autres prisonniers. Et c'est quelque chose de très dangereux, de très contaminant. Et vous voyez ça même chez les enfants. Si par exemple un parent bat un enfant, vous connaissez le fameux texte de Freud de 1919, un enfant est battu, ein Kind wird geschlagen. Donc un enfant est battu, c'est un texte connu de Freud. Si un enfant est battu et qu'il ne comprend pas pourquoi il est battu et qu'il aime son parent, son père ou sa mère, il s'identifie à eux et il bat son frère. Il bat à son tour, il devient agressif envers son petit frère ou sa petite sœur. Donc ça continue. L'identification à l'agresseur, c'est un comportement très nocif, très pathologique, très dangereux et qui mène dont tous les systèmes totalitaires et toutes les dictatures se servent de cela. Et alors, ça a été provoqué au début de cette operation, COVID-19 operation, cette crise de la COVID. Ils ont, ils ont incité ce mécanisme de malsain pourquoi il est malsain? Parce qu'il ne cache jamais le symptôme. La personne qui s'identifie à l'agresseur, elle s'identifie inconsciemment, mais le symptôme n'est jamais caché. Le symptôme reste. Donc, c'est très pathologique, c'est très maladif et ça ne règle rien. Ça augmente la maladie, ça se propage d'une façon malheureuse et ça devient la psychopathologie sociale qui est partout après. Et les sociétés malades, comme les sociétés totalitaires, de dictature, de nazisme, de tout ce que vous voulez, ce sont les sociétés qui comptent sur les malades. Ces sociétés totalitaires reposent sur l'identification à l'agresseur, sur tous les petits capots qui sont des sadiques, des petits sadiques avec un petit pouvoir. Ils sont très heureux d'avoir un petit pouvoir, de vous contrôler, de vous maltraiter. Voilà ce que c'est l'identification à l'agresseur. Cette identification, elle peut être beaucoup plus grave. On l'a vu dans les camps nazis. Elle peut aller jusqu'à la mort. Eh bien, ce mécanisme malsain, ça a été fortifié, incité dès le départ de cette crise. Et c'est quelque chose qui est très important dans la psychiatrie noire. Si vous appliquez les méthodes de la psychiatrie noire, identification with aggressor à l'agression est très importante. Vous comptez là-dessus. Vous comptez sur les petits bourreaux partout et vous faites une société de sadomaso, des petits chefs qui maltraitent les autres. Tout le monde maltraite tout le monde. C'est une maltraitance généralisée et tout le monde se sent malheureux. Et c'est vraiment le comble de la misère, c'est vraiment une société des soumis et des esclaves et des maîtres qui, au XXIe siècle, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Et la dernière, je dirais ici, la dernière méthode, enfin il y en a beaucoup, mais moi j'ai fait ma classification pour simplifier les choses. La dernière méthode qui a été utilisée dans la psychiatrie noire, dans ce programme, dans ce traité de la psychose généralisée et dans cette stratégie de la peur, c'était la méthode du choc.
la méthode du choc dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai mentionné Naomi Klein qui décrit cette méthode au niveau sociologique et économique, mais nous parlons d'autre chose. Nous parlons du choc au niveau neurologique, au niveau psychologique, au niveau psychiatrique, au niveau mental. Lorsqu'une personne perd tout repère, elle ne peut plus rien comparer, elle ne peut plus réfléchir, elle n'a plus des compétences cognitives. La personne qui est complètement confuse, qui est non seulement qui entre dans une psychose délirante, dans une paranoïa ou une schizophrénie délirante, mais cette personne devient complètement incapable de réfléchir et incapable de voir ce qui est logique et ce qui n'est pas logique. Évidemment, c'est la peur, c'est l'angoisse, et on ne réfléchit pas. Si quelqu'un vous dit, vous allez avoir, je ne sais pas moi, 50 doses de experimental gene treatment, ben, si vous ne réfléchissez pas, vous allez obéir. Vous allez obéir comme un rat, comme une souris, comme si vous n'étiez pas un homme, un humain. Donc ça, la méthode choc que j'ai décrite tout à l'heure et que j'ai mentionnée comme la 36e stratégie de l'art de guerre chez Sun Tzu déjà avant Jésus-Christ, eh bien, c'est la méthode qui consiste à appliquer tout ce que je viens de dire simultanément. Et vous agressez les personnes par les médias, par le blabla, par les répétitions monotones sur la mort, par l'angoisse, par la privation sensorielle, par l'isolement, par les méthodes de la paranoïa, de la haine, comment dirais-je, de rendre les gens des électrons libres, qu'il n'y ait plus de tissu social et psychologique entre les personnes. Et puis vous faites finalement, vous les tuez. Par exemple, j'aimerais savoir quel est votre constat justement sur la santé mentale de notre société actuelle depuis justement 2 ans de Covid. La réponse à votre question, j'ai l'impression que le monde entier était malade. Et il était malade ces dernières 2 années. On dormait, on était dans une soumission totale, dans une hypnose. Mais je dis, la santé mentale, elle est vraiment... c'était des cas graves dans tous les pays, dans les pays démocratiques en Occident. Eh bien, il y avait, moi, je pense que c'était une psychose collective. C'est une maladie totale. Maladie. Moi, je n'ai jamais compris la France, un pays de droits de l'homme, un pays de liberté, en plus un pays de médecine qui accepte cette stratégie de la peur. Donc là, il y a des gens, évidemment, il y a des personnes qui étaient cyniques et qui savaient très bien ce qu'ils faisaient, mais les autres étaient pratiquement malades. Si je vous dis combien de Rivotril est prescrit, combien de médicaments et d'autres neuroleptiques sont on prescrit pour guérir la population. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une déprime grave dans le monde entier, qui sont dans une dépression, oui, et qui sont dans une dépression suicidaire. Tout à fait suicidaire. Je ne parle pas de la petite déprime qui va, vous faites un poème, la musique ou la peinture et ça va s'en aller. Non, je parle des dépressions graves qui vont entraîner, qui vont être vraiment, qui auront la scène finale dans le passage à l'acte, et c'est-à-dire dans de nombreux suicides. Dans de nombreux c'est vraiment des cas très, très nombreux et très graves. Et pas seulement en France, au Canada aussi. Dans les pays des Balkans, c'est une catastrophe. Les seuls pays qui sont libres en ce moment, c'est Florida, Texas, Danemark, la Suède et quelque peu au Portugal. Il y a une bataille en Espagne, on va voir. En Biélorussie, il y avait pas ces mesures-là, mais ça, ils ont d'autres problèmes. Mais là, je vous dis, dans ces pays-là, on voit pas comment dirais-je, la psychopathologie augmenter partout, et surtout en France. En France, il y a une déprime et une dépression généralisée dans la population qui est très grave. Et je vais vous dire une chose, tout en ne disant pas les chiffres, parce que je ne veux pas faire une faute, une erreur, je ne connais pas exactement, mais tous mes amis
presque tous mes amis français quittent la France en ce moment. Donc là, pour moi, c'est un signe grave. C'est un signe grave. Et non seulement, d'abord, ils ont quitté Paris. C'était la première étape, c'est quitter Paris. Maintenant, ils quittent la France. Et ils vont ailleurs. Ailleurs, c'est pas mieux. Mais bon, ils ont comment dirais-je, un vécu, une expérience subjective, que c'est quand on change un pays, on change un contexte, que c'est un peu mieux. Ne serait-ce qu'un changement. Mais je vous dis, j'ai beaucoup d'amis et ce sont des scientifiques, ce sont des intellectuels, ce sont des gens qui comprennent de quoi il s'agit. Ils quittent le territoire français. Vous avez vu l'exode aux États-Unis. Beaucoup d'Américains quittent les pays divers et s'installent en Floride. Parce que Floride, c'est le seul pays, finalement, et le Texas, qui sont libres, où il n'y a pas cette folie, où il n'y a pas cette psychose collective. Donc, mais il y a énormément de suicides. Je vais vous dire, l'industrie pharmaceutique avec Rivotril et tous ces médicaments, enfin, neuroleptiques aussi, elle s'enrichit. Ça se vend, ça se prescrit d'une façon extraordinaire. Donc, c'est une preuve indirecte on a beaucoup plus de cas de suicide et même de suicide des gens qui étaient complètement sains. Voilà. Est-ce que vous recevez des patients qui dépriment à cause de la COVID? Oui, j'en ai eu beaucoup et je peux vous dire, encore une fois, ils n'étaient pas déprimés à cause de la COVID en tant que telle, de la grippe, disons la grippe, la maladie, disease. Ils étaient déprimés parce qu'ils avaient peur. Et ils m'avaient dit, si je n'avais pas écouté tout cela dans les médias, dans la télé, je n'aurais jamais eu peur. Donc, c'était les psychoses, enfin l'état borderline, qui étaient déclenchés par la peur et pas par la maladie en tant que telle. Parce que les gens autour de moi étaient malades et ils sont sortis très bien. Ils sont guéris, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a personne qui est allé à l'hôpital. Ils ne voulaient pas aller à l'hôpital, ils avaient peur des hôpitaux. Là, c'est déjà quelque chose de très grave. La confiance est complètement détruite. On ne croit plus aux médecins, on ne croit plus à la médecine, on ne veut plus aller dans les hôpitaux, c'est très grave. Et les cas que j'ai traités, ils n'étaient pas les psychotiques, mais ils avaient quand même une angoisse terrible. Je vais mourir, mais pourquoi? Mais j'ai pas peur de la maladie, j'ai peur de ce que j'entends à la télé. On m'a dit que je vais contaminer tout le monde et il y avait aussi le sentiment de la culpabilité. On m'a dit que je vais contaminer mes enfants. On m'a dit que je vais contaminer mes parents. Et ça, c'était très grave parce que finalement, rien ne s'est passé de grave. Ces personnes, je les ai traitées. Ils sont bien maintenant. J'ai beaucoup travaillé avec les psychoses affectives. C'est la schizophrénie, la paranoïa et la cyclothymie, c'est-à-dire la maladie bipolaire qu'on dit maintenant les troubles cyclothymiques, maniaco-dépressifs, etc. On a changé le langage, mais c'est le même phénomène. Et donc, j'avais toujours du succès. Je comprends ces gens-là, je les traite et je les comprends bien. Et il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème. Ils n'étaient pas entrés dans la maladie, enfin dans les problèmes. La psychose n'était pas déclenchée par la maladie. Elle était déclenchée par la peur qu'ils avaient en écoutant les médias. Et quand ils avaient cessé d'écouter les médias, cessé de lire ces textes sur la mort et de se culpabiliser, je suis coupable parce que je ne me mets pas le masque jusqu'aux yeux, quand ils cessaient de se culpabiliser, ils étaient guéris. Et puis voilà, après c'était fini. Mais la peur était générée par les médias. Oui. Et en fait, en chinois, on dit la cause de la maladie, c'est 70% vient de la mentale, en fait, vient du mental et 30% de la maladie. Et 30% de là, je n'ai pas entendu, Madame Yin. En fait, c'est 70% du mental et 30% de la maladie. Bah, c'est tout à fait vrai. Hein. C'est tout à fait vrai. Je dirais que c'est parfaitement une bonne définition. Mais ça vaut pour toutes les maladies. Toutes les maladies, vous voyez. C'est tout à fait vrai parce que mind-body problème, c'est l'énergie, c'est la psychosomatique.
Vous pouvez devenir malade uniquement par une angoisse et par une peur. Vous pouvez mourir si vous avez peur. Vous pouvez mourir à cause de la peur exagérée. Vous voyez, c'est pas la peine d'avoir un cancer. Enfin, de toute façon, vous l'aurez de toute façon parce que ça se somatise. Mais il y a des personnes qui sont mortes de la peur. Tout simplement, l'arrêt cardiaque, je sais pas, l'infarctus du cerveau, causé par la peur. Ils se sont même pas suicidés. Ils sont morts tout court par la peur. Donc, ça, c'est très grave. Et c'est un aspect dont on n'a pas parlé. On ne parle pas des maladies mentales. On ne parle que des écosystèmes, des virus. On ne parle pas de la santé mentale des gens qui est, à mon avis, alarmante. S'il y a un confinement, un reconfinement, encore un reconfinement, je crois qu'ils vont tous devenir fous. Est-ce que c'est le but? Je ne sais pas. Je ne veux pas aller si loin. Mais s'il y a un confinement et reconfinement en France ou ailleurs, ça va être très grave. Ça va augmenter les cas de suicide et on aura une nation malade. Ouais, et pas seulement en Europe. Ouais, en fait, quand vous parlez de cas de suicide, je vais vous donner certains chiffres, c'est-à-dire selon les chiffres de l'hôpital de pédopsychiatrie Robert Debré à Paris, oui. les tentatives de suicide des jeunes ont augmenté de 300% fin 2020. Oui, les enfants, oui, ouais. les enfants, oui. En fait, c'est sur une base de 830 patients. Et est-ce que pour vous, c'est un phénomène réel et mondial? C'est mondial et c'est tout à fait réel et c'est tout à fait tragique. Et il faut cesser avec cette torture et il faut cesser avec stratégie de peur parce que les enfants, quand le CDC américain va donner bientôt moi je suis le CDC américain, ils vont bientôt avouer certaines choses. C'est très grave ce qui se passe, c'est très grave. Il y a beaucoup de mortalité chez les jeunes, justement. Et même les petits-enfants. Et ça, c'est énorme. Je sais pas, il faut vraiment voir ce qui se passe et arrêter cette psychose. Et bon, c'est un crime. Ceux qui ont fait cette stratégie de la peur, ils ont violé le serment d'Hippocrate. Ça, on peut pas faire. On n'a pas le droit de semer la panique. Même si quelque chose de très mortel et de très grave, on n'a pas le droit de semer la panique. Chaque médecin pouvait dire à son patient, écoutez, c'est très grave, et je vous recommande de faire ceci, de prendre ça, etc. Mais les médias ont fait une guerre. C'était vraiment une guerre. D'ailleurs, on a entendu en France, on est en guerre, hein, on a entendu ces mots. Ben, on était dans une guerre complètement inhumaine, sans aucune éthique médicale. Et je crois que si on ne veut pas tuer les enfants partout dans le monde, il faut arrêter. Il faut arrêter tout cela. C'est pour ça que je m'occupe de la santé mentale. Enfin, je m'occupe de la santé mentale depuis longtemps. C'est ma profession. Mais c'est pour ça que je me suis engagée politiquement, parce que je parle maintenant à haute voix que c'est vraiment, il y a quelque chose de criminel dans tout cela. Vous voyez. Et je ne conteste pas la maladie. Je ne conteste pas les infections. Je n'ai jamais dit, I never denied the existence of this disease. Mais je veux dire qu'il y a la gestion sociologico-politique était presque criminelle. Et là, il faut arrêter. Donc, d'après vous, dans cette guerre, qui sont les victimes? Les victimes sont les peuples. Et cette fois-ci, c'est une guerre asymétrique. D'ailleurs, il y a une stratégie chinoise de la guerre asymétrique dans la géopolitique d'aujourd'hui. Enfin, c'est aussi vieux comme le monde, mais il y a une nouvelle théorie là-dessus. Ce sont les peuples. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'Allemagne qui occupe les Balkans, la Russie qui fait la guerre contre les Américains. Il y a un petit peu des confrontations, un petit peu quelque chose. Bon, mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la guerre entre une petite minorité, comment c'est, une minority des richards dans le monde entier qui ne sont pas nombreux du tout, c'est une minorité contre nous et nous sommes la majorité, que nous soyons français, américains, russes, allemands, italiens, serbes, espagnols, c'est les peuples qui sont les chinois, c'est japonais, c'est les peuples qui sont des victimes et surtout les moyens et les pauvres. Les moyens et les pauvres, évidemment, ceux qui étaient vulnérables
ceux qui étaient faibles psychologiquement, qui avaient d'autres maladies, qui étaient trop sensibles, ils sont partis. Ils sont partis. Il y en a beaucoup qui se sont suicidés. Et c'est pour ça, in memoriam de tous ces gens-là, que je vais continuer ma bataille. Parce que moi, j'en ai vu des cas tristes, j'ai perdu des amis, et d'ailleurs beaucoup de sportifs, beaucoup de scientifiques, si vous voulez, des gens connus sont morts. Il y avait une mortalité énorme. Regardez ce qui se passe en Israël. C'est quelque chose ahurissant, c'est quelque chose de très grave. Les seuls qui ne sont pas des victimes, c'est les banques, c'est l'industrie et c'est les Pol Pot dans les pays qui sont devenus plus ou moins totalitaires. Donc, c'est la réponse à votre question. C'est un phénomène mondial et c'est pour cette raison-là que la bataille contre cela, la résistance, que ce soit la résistance des scientifiques, de mes collègues, ou la résistance des victimes, ou la résistance des juristes et des avocats, en France, il y en a pas mal, aux États-Unis et en Allemagne aussi, il faut aussi qu'elle soit mondiale. C'est un phénomène mondial et la résistance devrait être aussi mondiale. On devrait être tous unis dans tous les pays. Tous les victimes devraient s'unir. C'est la seule façon de s'en sortir. Sinon, on va finir dans un monde orwellien et on va disparaître peut-être. Je ne sais pas ce qui se passera. J'ai vraiment peur pour l'humanité. Et hier, jeudi 25 novembre, le ministre de la Santé a annoncé justement la 3e dose pour tous les adultes et aussi la durée de validité pour le test est réduite à 24 heures. Et même pour les enfants entre 5 à 12 ans, la vaccination, peut-être c'est possible pour 2022. Donc, selon vous, quels seront les effets directs ou indirects pour justement notre société mentale ou la santé mentale de notre société? Je pense quand même il y a l'instinct de vie. Ça, en psychothérapie, en psychanalyse, en psychopathologie, on connaît très bien qu'il y a l'instinct de vie qui se réveille à un moment donné contre l'instinct de mort. Eh bien, je pense que l'instinct de vie s'est réveillé. Et il s'est réveillé en Australie. Vous voyez ce qui se passe en Australie. Ils n'ont plus peur de rien parce qu'ils n'ont plus peur de mourir. Ils ont dit, je préfère mourir. Vous voyez, le maître Brusa disait, je le cite, mais enfin, c'est pas lui, mais il répète, je préfère mourir en liberté qu'être guéri dans une dictature. Je ne veux pas être guéri dans une tyrannie. Je veux mourir en liberté. Évidemment, on ne mourira pas si on se bat. Mais vous voyez, en Australie, ils ont dit, on n'a plus peur de maladie. Vaut mieux qu'on meure dans la rue, libre, que comme ça, comme des rats, confinés, reconfinés, confinés et reconfinés. Maintenant, à la fin, je suis optimiste parce que je pense qu'à un moment donné, tout le monde a dormi longtemps, presque 2 ans. Dans tous les pays, les gens étaient endormis, anesthésiés, confus, perturbés. Et c'est ça, les grands suicides se sont passés depuis ces 2 ans, 2 années écoulées. Mais là, maintenant, je pense qu'il y aura moins de suicides. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on entre en résistance, quand on commence à se battre, quand on sort dans la rue ensemble, les suicides diminuent. Les vrais scientifiques, les vrais médecins et les victimes ont fait tous la plainte qui repose sur le code de Nuremberg. Et évidemment, c'est encore politique maintenant, c'est très difficile de juger, c'est très difficile de commencer le trial, le jugement, mais ça va venir un jour, ça va venir. L'important, c'est de laisser les traces, d'avoir des preuves, combien de gens se sont suicidés, combien il y avait de victimes, quel traitement a été utilisé, qu'est-ce qui était fake. Polymerase chain reaction test, c'était complètement fake, ça on le sait. D'ailleurs, ça a été prouvé de point de vue de médecine. Maintenant, les avocats en allemand vont faire tomber le PCR au tribunal. En France, vous avez le procès contre la mandatory vaccination et ça continue. Mais les médias n'en parlent pas. Mais grâce à vos médias, à vous, à l'Internet, nous allons être de plus en plus forts. Et je crois vraiment, et je le souhaite, que demain, il y aura un nouveau Nuremberg pour juger les criminels qui ont causé le malheur et la mort des innocents
et que ce tribunal, peut-être, il s'appellera Corona Tribunal. On va voir. Mais je suis sûre que ça viendra. Je suis sûre que ça viendra. Avant de conclure notre interview, et quel est votre message pour les personnes vaccinées ou non? Et comment peut-on échapper à la dépression et passer des bonnes fêtes de la fin d'année? Moi, je suis croyante. Je crois que si je dois mourir, je mourrai, vaccinée ou pas vaccinée, je m'en fous. Bon, pour moi, c'est la psychologie qui compte, c'est l'état mental. Et je suis très forte. Il y a des gens comme ça et ils refusent de prendre quoi que ce soit. Ils veulent pas. Ils veulent pas qu'on expérimente sur eux. Et que vous soyez vacciné ou pas vacciné, on soit ensemble. On veut une société humaine. On ne veut pas devenir les rats dans un labyrinthe. On veut rester les humains, les hommes et sauver nos enfants. Et je l'espère. La France était un pays de droits de l'homme. La France était un pays de médecine. Elle est toujours un pays de médecine. Mais je l'espère que en ce moment, la France n'est plus un pays démocratique, je dois le dire. La France d'aujourd'hui n'est plus un pays démocratique. Mais je souhaite, et je suis sûre, qu'elle redeviendra demain, parce que c'est un grand pays avec une grande histoire, et je suis sûre que nous, je ne parle pas seulement des pays dans les Balkans, des pays pauvres, de mon pays d'origine, la Serbie, de la Russie, des États-Unis, la France redeviendra de nouveau un pays libre, je suis sûre. Et avec cette pensée, ne serait-ce que cette pensée va être quelque chose qui va nous immuniser, il faut avoir une certaine spiritualité. Vous voyez, il faut pas avoir peur de la mort, parce que peut-être que je pourrais finir avec ça. La peur de la mort, on sait très bien ça, Madame Yin. La peur de la mort n'empêche pas de mourir, mais elle empêche de vivre. Et donc, il faut pas avoir peur de la mort. Il y a des choses qu'on peut pas éviter. Vous savez, un grand écrivain français que je cite souvent, et j'aime toujours le citer à la fin, La Fontaine disait « On rencontre sa destinée par les chemins pris pour l'éviter ». Il voulait dire que si vous voulez fuir à vos destins, vous pouvez pas. Vous avez un choix libre dans ce monde si bas, là où on est. Mais quelque part dans les auteurs, tout est déjà déterminé d'une façon ou d'une autre. Ça nous dépasse, évidemment. Donc, on a notre choix. On a notre choix dans ce petit monde-là où on est, et dans ce petit corps qu'on a. Mais en fait, il faut pas avoir peur, parce que si nous devons mourir un jour, voilà, il faut pas mourir dans les expérimentations, dans les épreuves sur nous, dans les experimental treatments. Mais un jour, voilà, c'est le destin de tous. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Cassons la peur. Cassons ces stratégies de l'angoisse, cette blind psychiatry. Cassons tout ça et nous allons survivre et l'instinct de vie va emporter sur l'instinct de mort. Ça j'en suis sûre. J'en suis sûre parce que je vois mes amis qui étaient tous malades, ils sont tous guéris maintenant. Il y a de l'amour, il y a de la musique, il y aura un Noël, il y aura quelque chose, on va célébrer, on va boire un peu de champagne, on s'en sortira. Merci beaucoup, Mila. Merci beaucoup à vous, Madame Yin, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et j'appelle encore mes amis psychiatres et psychologues, ma communauté, my community, d'agir, de faire la psychothérapie, ne serait-ce que par les médias, de dire aux gens, n'ayez pas peur, on va survivre et on va rester les humains, les hommes, libres et courageux.